Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode de la saison d'Art et Marché, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au marché de l'art. En première partie d'émission, Jérôme Podgic est fondateur de la galerie éponyme et notre invité. Alors que la galerie d'art contemporain participe pour la première fois à Paris Design Week. Paris Design Week, c'est 10 jours dédiés au design organisés dans tout Paris du 4 au 14 septembre. Ensuite, nous nous intéresserons aux prêts garantis par œuvre d'art. Alors que certaines ventes d'œuvres d'art n'atteignent pas les prix escomptés, l'art lending peut être une solution pour ceux qui auraient besoin de liquidité. On en parle dans un instant avec Édouard Chalemel-Durosier, président fondateur de Bayart. Merci à vous toutes et tous qui nous rejoignez tout de suite. C'est Art et Marché. La Paris Design Week a commencé ce mercredi 4 septembre. Jérôme Podgic est fondateur de la galerie éponyme, y participe pour la première fois. Bonjour Jérôme, vous êtes galeriste spécialisé dans l'art contemporain plutôt. Alors pourquoi avoir choisi de participer à cette Paris Design Week ? Écoutez, quand on est une galerie d'art contemporain, je prends toujours son terme dans son sens architectural, étymologique. C'est un lieu de passage qui relie deux bâtiments. Et l'idée d'une galerie, c'est d'être un lieu où se rencontrent des univers, se rencontrent le milieu de l'art et la société. Et même si aujourd'hui sont décloisonnés les différents secteurs culturels, le théâtre, le cinéma, etc., mais il me semble quand même qu'il y a des grands efforts à faire pour que se rencontrent ces différents milieux. Et j'avais vraiment à cœur de pouvoir créer un dialogue entre art et design, et non seulement du point de vue des créateurs, mais également du point de vue de ceux qui s'y intéressent. Et le nouveau lieu dans lequel je me suis installé il y a un an, qui est donc juste en face du Centre Pompidou, directement sur la piazza. C'est un lieu qui est sur 2 niveaux, il fait 400 mètres carrés ouvert au public et permet justement un espace où du mobilier de créateurs peut dialoguer avec de l'art contemporain. Et là, il nous a semblé que cette rentrée particulière avec le centenaire du surréalisme, qui est célébré au Centre Pompidou en face de nous, était idéale pour faire un dialogue à partir d'un ensemble exceptionnel de mobilier de Salvador Dali, qui est un artiste universellement connu, qui a fait 1000 choses, mais notamment qui a fait du mobilier, qui est né de la rencontre avec un architecte catalan, Oscar Tusquets. Et de là est née l'idée de créer des images que Dali avait représentées dans des tableaux, des images de meubles, et qui sont devenues réalité au début des années 70, avec la création d'une agence de design qui s'appelle BD Barcelona Design, que nous avons invité et qui présente ici les éditions du mobilier de Dali, mais aussi de Antoni Gaudí à la galerie et d'Oscar Tusquets pour dialoguer avec des artistes de la galerie. Et ce lien entre art contemporain et design, est-ce que vous sentez qu'il y a une demande plus forte peut-être de la part des collectionneurs de voir se rencontrer les arts, le design aussi dont les ventes font aussi des prix records depuis plusieurs années? C'est une vraie demande de la part des collectionneurs? Oui, je pense absolument. Depuis maintenant 40 ans, quand même, l'art a infusé dans le quotidien, si vous voulez, des Français en particulier, mais enfin dans le quotidien de notre société occidentale. Il y avait avant quand même un grand gap, si vous voulez, un fossé entre l'art et la société. L'art était vraiment cantonné au musée. Et depuis maintenant quelques décennies, voilà, comme je disais, il s'est infusé dans les objets les plus usuels, et notamment les objets dits de design, qui sont considérés aujourd'hui vraiment comme des œuvres d'art, en tout cas des œuvres symboliques qui témoignent de l'esprit d'une époque, comme peut l'être aussi une œuvre d'art. Donc il ne s'agit pas de confondre les deux, mais on peut les mélanger, et en particulier lorsqu'il s'agit de création d'artistes, hein, et là les œuvres de Dali, qui n'était pas designer à proprement parler, mais qui a inventé des formes symboliques, et en travaillant avec des éditeurs de design, a pu leur donner une réalité tangible. Mais sinon, pour répondre à votre question, je pense que oui, aujourd'hui, l'art est partout dans notre quotidien, et notamment dans le mobilier qui nous environne, et cela explique, je crois, son succès. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention. On vous souhaite donc une très bonne semaine, 10 jours de Paris Design Week. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine. Alors que les résultats de certaines ventes sont en baisse, par exemple, le chiffre d'affaires des ventes publiques de Christie's est en recul de 22% pour la première moitié de 2024. Les collectionneurs qui ont besoin de liquidités peuvent être frileux à l'idée de vendre leurs œuvres d'art en ce moment. L'art lending peut donc être une solution pour répondre à ce besoin de liquidité. Édouard Chalemel-Durosier, qui est président fondateur de Bayart, est notre invité pour nous donner plus de détails sur cette solution. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous.
Sybille, avec plaisir. Alors l'art lending, en bon français, c'est prêt garanti par une œuvre d'art. Est-ce que vous pouvez donc nous expliquer tout d'abord comment ça fonctionne ? Alors, assez simplement, le principe est de proposer un financement à des porteurs de projets en contre-garantie d'une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'un porteur de projet qui a une œuvre d'art, qui peut l'apporter, pourra accéder à ces financements pour à peu près la moitié de la valeur de l'œuvre qu'il apporte en contre-garantie. Donc c'est ça, en termes techniques, c'est la moitié de son œuvre d'art. C'est quoi ? Généralement, c'est des collections. On est entre 40 et 60% de la valeur de l'œuvre en fonction de la qualité de l'œuvre, de la liquidité de l'œuvre, c'est-à-dire la capacité à pouvoir la revendre en cas de défaut de paiement. Et après la diversification des œuvres, c'est-à-dire que si c'est sur une seule œuvre, le risque est plus important que quand c'est sur une collection avec différents types d'objets. D'accord, et ça, vous proposez cette solution depuis combien de temps ? Nous, ça fait à peu près 3 ans qu'on la propose. Alors au début, vraiment en test, et de manière plus industrielle, entre guillemets, depuis une grosse année. Et vous regardez quoi pour... Est-ce qu'il y a des œuvres d'art qui, vraiment, ça c'est sûr, ça passe, et d'autres œuvres d'art où vous dites non, vraiment, désolé, on ne peut pas aller sur cette type d'œuvre ? Les principales œuvres sur lesquelles on travaille, ce sont les œuvres de second marché, c'est-à-dire sur lesquelles la valeur est documentée et traçable. On travaille rarement sur le contemporain, parfois quand c'est des œuvres qui ont une valeur de second marché, mais c'est principalement du second marché et des œuvres jusqu'aux années 70. Et donc là, depuis ces années que vous proposez ça, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une évolution ? Parce que voilà, je citais des chiffres en début d'émission. Est-ce que cette année, c'est quelque chose, vous pensez que des collectionneurs se tournent particulièrement vers cette solution en raison d'une certaine frilosité du marché ? Alors, si on regarde d'un point de vue mondial, je reviendrai à notre petite fenêtre après, mais d'un point de vue mondial, oui, il y a une recrudescence, enfin une accélération pour ce type de financement, pour la demande de ce type de financement, portée par les États-Unis. Alors, pour ce qui se passe aux États-Unis, c'est une accélération due à une accélération des 2 principales maisons, Christie's et Sotheby's, qui interviennent plus massivement sur ces sujets-là. Notamment, Sotheby's a titrisé une partie de cette dette qu'elle a octroyée, c'est-à-dire qu'elle va chercher sur le marché secondaire des investisseurs institutionnels pour aller chercher des refinancements pour pouvoir massivement développer cette partie-là. Et d'un point de vue mondial, la hausse des taux global a permis de rendre plus sexy ce type de financement. Parce qu'on est sur des taux qui sont entre 9 et 15% si on prend l'écart global. Quand les taux étaient aux alentours de 1%, la pilule était lourde à avaler. Aujourd'hui que les taux bancaires ont augmenté, c'est plus acceptable. Donc les investisseurs, enfin les porteurs de projets, se tournent plus vers ce type de solution. Après, il y a ce constat que les années post-Covid ont connu des records sur les maisons de vente aux enchères. Sur les ventes aux enchères. Et aujourd'hui, une baisse significative font que les collectionneurs peuvent hésiter à mettre leur objet en vente en se demandant si ça va atteindre le résultat espéré. Donc, s'il y a un besoin de liquidité, pas besoin de vendre nécessairement, puis un attachement à l'objet, parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité des collectionneurs sont attachés aux objets qu'ils ont, cette solution est une bonne alternative, c'est-à-dire avoir accès à un peu de dette sans avoir à vendre ses objets. Et donc ça, c'est quelque chose qui prend de plus en plus ampleur en Europe, parce que c'est vrai que vous parlez beaucoup des États-Unis, c'est quelque chose qui est incorporé déjà dans leur culture. Alors c'est très développé aux États-Unis depuis les années 51 exactement, où il y a une loi qui avait formalisé les choses, encadré les choses. En Europe, ça a été plus long et plus laborieux, parce qu'il n'y avait pas de cadre juridique. Les choses ont évolué, se sont améliorées ces dernières années. On a réussi à structurer les choses d'un point de vue réglementaire et juridique. Qu'est-ce qu'il y a eu, je vous coupe, mais du coup en termes juridiques, il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé pour... Le prêt sur gage a été simplifié, la possibilité qu'ont les fonds d'octroyer de la dette. Toutes ces solutions-là ont permis à certains pays européens d'offrir ce type de solution. Et donc de rassurer ensuite les collectionneurs. Les investisseurs d'une part et les collectionneurs de l'autre. Parce que pour pouvoir opérer sur ce type de marché, il faut aller chercher des financements pour nous et ensuite chercher des projets et faire matcher les deux.
Et là, vous travaillez principalement avec justement des professionnels ou c'est beaucoup de collectionneurs qui ont besoin de liquidité tout simplement? Aujourd'hui, on a 20% d'acteurs du marché de l'art qui ont besoin de liquidité, c'est-à-dire qu'ils vont nous apporter des œuvres pour développer leur galerie, leur activité de marchand, pour acheter de nouvelles pièces ou se développer. Et 80% où c'est des porteurs de projets privés, souvent entreprises, qui recherchent des liquidités pour soit acquérir de nouvelles pièces, soit acquérir d'autres entreprises, enfin pour un développement plus patrimonial. Et est-ce qu'on peut quantifier ce marché et du coup aussi avoir une idée de la progression que ça a eu soit en Europe, soit dans le monde, selon vos chiffres? Alors, les chiffres, c'est Deloitte qui donne le plus de chiffres. En Europe, j'ai du mal à trouver les chiffres exacts. On est aux alentours de 10 milliards de dollars. Je pense que c'est un petit peu moins. Et aux États-Unis, on est à 30, c'est ça, on est à peu près à 30 milliards de dollars, avec une croissance moins importante qu'attendue en 24, mais attendue très forte en 25. Pour 25, 26, etc. Parce que justement, les personnes sont plus... Parce que justement, ce recul des résultats de maisons de vente permettent d'espérer qu'il y ait une accélération sur cette partie lending. Et vous, alors, vous m'avez dit que comment vous fonctionnez, vous, au sein de Bayard, pour sécuriser ce prêt-là? C'est auprès d'investisseurs, tout simplement Alors nous, on a des investisseurs qui alimentent le fonds dédié à ça. Et ensuite, on a une équipe qui va sourcer les projets. Et ensuite, on travaille avec des experts indépendants dans chaque secteur. Parce que l'enjeu de cette activité-là, il est principalement sur l'authentification et la valorisation des œuvres qui sont mises en contre-garantie. Donc tout l'enjeu est là, c'est vérifier que c'est pas défaut en premier lieu, et deuxièmement les valoriser pour savoir quelle somme on va pouvoir prêter aux porteurs de projets. Et donc pour ça on travaille avec des experts indépendants reconnus dans leur domaine et dans des domaines chacun très spécialisés pour avoir pour nous et pour nos investisseurs la plus grande sécurité. Oui, et ce qui va permettre d'avoir des prêts qui sont quand même à des sommes assez élevées comparativement à ce qu'on pourrait avoir en banque. Exactement. Enfin, les plus petits dossiers sur lesquels on travaille, on est entre 100 et 200 000 euros. Et après, il n'y a pas de limite haute. Oui. Exactement. La limite haute, c'est la qualité de l'œuvre ou des œuvres de la collection qui sont mises en... Oui, parce qu'on peut faire un prix, un montant de Exactement. Bien, merci beaucoup, Édouard Chalamel-du-Rosier. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Bayard. Merci d'avoir été avec nous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.